Alors, vous avez publié un livre cette année qui retrace à la fois vos expériences depuis le jeune étudiant au chef de service que vous êtes, et en même temps, l'actualité fait que l'avenir de l'hôpital est en question. Comment vous voyez ces deux choses, l'évolution que vous avez retracée dans le livre et la situation aujourd'hui? Alors donc ce livre qui s'appelle « Un médecin ne devrait jamais dire ça », c'est voulu justement un livre parole ouverte, sans tabou. Et je l'ai donc rédigé l'année dernière pour une parution à la fin de l'année 2017. Je raconte, ça me paraissait normal de faire un bilan d'étape, je raconte dans ce livre mes décennies bientôt, oui, de lutte contre la maladie SIDA, le VIH, et puis l'évolution que j'ai constatée sur ces dernières années de l'hôpital public, qui ne va pas dans le bon sens. Avant, autrefois, on était dans un système de financement de l'hôpital qui s'appelait l'enveloppe globale. Donc un hôpital avait un certain nombre de lits, un certain nombre d'employés. Bon. Donc l'État lui donnait une enveloppe. Et il devait se débrouiller avec cette enveloppe financière pour boucler les comptes. Bon. Ce qui arrivait, c'est que quand on arrivait en fin d'année, en général l'enveloppe elle était épuisée, et donc on reportait sur le mois de janvier de l'année d'après un certain nombre de choses. Par exemple, on disait, bah, tiens, tel traitement qui est très cher, ben, au lieu de le démarrer en décembre, vous le démarrerez en janvier. La prothèse de hanche, ben, elle attendra 2 mois de plus parce que là, il n'y a plus les sous pour l'acheter. C'était le système d'avant. À partir de 2004, si mes souvenirs sont bons, c'est sous l'impulsion, je pense, de Xavier Bertrand, qui était ministre de la Santé à ce moment-là. On a voulu passer à un système à l'anglo-saxonne, tout en sachant d'ailleurs que les anglo-saxons sont revenus. Mais bon, on a voulu faire l'expérience. Donc on a, dans un premier temps, introduit... Il y avait toujours une enveloppe globale, plus petite, et il y avait une partie, un pourcentage du financement de l'hôpital, qui était lié à l'activité. Donc c'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité, comme dans les cliniques privées. C'est-à-dire que vous recevez les sous pour l'activité que vous avez produite. Tant que ça n'a été qu'un pourcentage, ça allait encore. Quand le président Sarkozy est arrivé en 2007, il a tout de suite poussé le curseur à 100% de T2A. Donc il n'y a plus d'enveloppe globale, il y a eu une tarification à l'activité unique. C'est-à-dire qu'en gros, l'hôpital n'était payé que pour ceux qui produisaient. Donc ça poussait à la fois à faire des actes, les actes qui rapportent, je dirais parfois des actes inutiles, mais qui étaient faits parce que ça faisait rentrer des sous à l'hôpital. Et puis ça avait l'effet pervers de sélectionner les malades. Parce que dans ce système-là, il y a des malades intéressants qui rapportent, et puis il y a des malades qui n'intéressent pas les directions d'hôpital, puisqu'ils ne rapportent pas assez, voire ils coûtent.
voire il coûte. Alors bon, on est tous conscients que la santé a un prix, qu'il y a des contraintes, qu'il faut optimiser, qu'il ne faut pas dépenser à tort et à travers. Mais bon, c'est pas du tout un système de financement qui correspond à l'hôpital. Et depuis 2007, ça n'a fait que s'aggraver avec des réductions du nombre de lits, d'hospitalisation. Les agences régionales de santé d'ailleurs le demandent aux directeurs des hôpitaux régulièrement de fermer des lits. Ce qui fait que quand les urgences sont pleines et débordent, où les mettre? Alors il y a des endroits, j'ai vu des articles passés en France où c'est pire, puisqu'ils acceptent dans certains services des malades qui restent sur des brancards dans les couloirs. Ils n'ont même pas une chambre. Et puis, cette façon de faire a pour aussi un côté pervers, mais tout ça on vous l'enrobe avec de jolis mots, qui est la polyvalence des personnels. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous aviez avant des infirmières qui connaissaient très bien une spécialité, et parfois les malades, je pense en particulier les malades du VIH, il y en a beaucoup qui connaissent très bien leur maladie, leur traitement, donc il y avait une bonne adéquation, des échanges qui étaient possibles, parce que bon, l'infirmière connaissait aussi très bien la maladie. Ah, des infirmières maintenant qu'on veut polyvalentes. Tout ça pour en diminuer le nombre, pour diminuer la masse salariale, qui est 70% des dépenses de l'hôpital public. Donc on organise des fusions de services, des fusions d'hôpitaux de jour, où on diminue le nombre d'infirmières, et l'infirmière, c'est l'infirmière orchestre, elle doit savoir tout faire. Elle doit savoir aussi bien s'occuper d'un malade de neurologie, d'un malade d'endocrinologie, d'un malade qui a une sclérose en plaques, d'un malade qui a un cancer, etc. Voilà, tout ça pour diminuer la masse salariale. C'est pas ma vision de l'hôpital public. L'hôpital public doit recevoir tous les patients, qu'ils soient PDG d'une grande entreprise ou SDF dans la rue, ils doivent être traités de la même façon. Or, c'est plus le cas, puisque on sélectionne les patients de force. On est obligé. Il faut savoir à l'heure actuelle que le chef de service d'un hôpital public reçoit régulièrement de la direction les comptes de son service. Voilà, un tableau Excel sur lequel il y a ce que vous avez dépensé, ce que vous avez rapporté, est-ce que vous êtes dans le rouge, dans l'orange ou dans le vert. Voilà. Une question, je vous interromps. Est-ce que dans un service comme le vôtre, où c'est une maladie chronique qu'on opère, entre guillemets, chirurgicalement parlant, rarement, est-ce que vous êtes... Ça ne rapporte pas. Ah non, ça ne rapporte pas. Tous les services de maladies infectieuses en France sont des services qui ne rapportent pas. Parce qu'il n'y a pas d'acte technique. On ne pratique pas d'acte technique. On a nos mains, notre cerveau, et on prescrit des traitements. Bon. C'est beaucoup plus rentable de faire des explorations cardiaques avec des cathéters, des échographies, des choses comme ça. Voilà. Nous, non, on est déficitaire. Donc on est toujours dans la mire, voilà. Toujours, on sent toujours Vous savez, quand vous voyez dans les films d'espionnage, là tout d'un coup il y a un petit point rouge,
c'est que bon, vous vous dites, oula, voilà, on le ressent. Hein, et c'est assez insupportable parce que moi, je n'ai pas choisi l'hôpital public pour gérer mon service comme une entreprise privée. Alors, que nous réserve le nouveau gouvernement, M. Macron? Je dirais un petit peu comme le disaient les Corses là, il y a peu de temps, je ne sais pas encore vraiment à quelle sauce on va être mangé. Bon. La ministre actuelle de la Santé, qui est quelqu'un d'unanimement reconnu au niveau de la communauté médicale, hein, puisque elle sait ce que c'est une maladie chronique, puisqu'elle s'est occupée des centres anticancéreux pendant pas mal d'années. Dit qu'il faut changer le mode de financement de l'hôpital. Moi je suis d'accord, mais bon, changer pourquoi? Visiblement, pour l'instant, on ne sait pas très bien. Alors on parle de parcours de soins, comment ça va se traduire en termes de rémunération et de conséquences sur l'hôpital, j'en ai aucune idée. Je suis prudent, même si elle a fait un bel article dans Libération en décembre, où elle a dit qu'elle était de gauche et que l'hôpital était très important, qu'il fallait lui donner des sous en plus, mais qu'il y aurait des choix douloureux à faire. Pour l'instant, je ne sais pas lesquels c'est. Est-ce que c'est des fermetures de certains établissements? Est-ce que voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, oui, pourquoi pas. C'est l'avenir qui dira. Vous attendez. Qui dira à quelle sauce on va être mangé ce coup-ci.